Bonjour à tous, c'est Mustang, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je suis donc accompagné de Nicolas, alias Vorage. Comment vas-tu? Eh ben très bien, bonjour à tous. La forme, la forme. Alors, pour ceux qui te connaissent pas, tu as gagné récemment le grand tournoi de Vernon. Ouais, effectivement. Je ne m'y attendais pas, mais oui. Donc déjà, premièrement, encore toutes mes félicitations pour ton parcours. Merci beaucoup. Et est-ce que tu pourrais donc te présenter, donc pour ceux qui te connaissent pas encore, définir ton parcours, d'où tu viens, ton équipe? Ouais, bien sûr. J'ai 36 ans, je suis papa de 2 enfants, marié, j'habite en Île-de-France, très pratique pour faire des tournois. Au niveau de mon parcours, j'ai commencé à jouer à Magic en 94, donc j'avais 8 ans. Je commençais à la 4e édition, 8 Sage et tout ça. J'ai joué jusqu'à peu près mes 20 ans, un peu plus, mais j'étais vraiment plutôt casual à jouer des decks gobelins, decks ondins, decks ATM, tout ça. J'ai fait très peu de vrais compétitifs. J'en ai fait un petit peu sur la fin en format Legacy, mais j'étais vraiment pas très investi. Et pour moi, par rapport à aujourd'hui, je trouve que j'étais quand même très très casual. Ensuite, aux alentours des 24 ans, je pense, ça fait un peu plus de 10 ans, j'ai commencé à faire pas mal de jeux de plateau. Alors j'en faisais déjà avant, donc des wargames, Warhammer pour le plus connu, War Machine un peu moins, mais j'ai fait pas mal de compétitions là-dessus aussi. Et donc là, ça fait une dizaine d'années que je fais pas mal de... donc je fais ces wargames, des tournois de manière assez régulière, notamment à l'étranger, en ayant fait des résultats plutôt très corrects aussi. Sauf que avec l'arrivée des enfants, c'est quand même beaucoup plus compliqué de jouer aux figurines que de jouer aux cartes. Ça prend beaucoup de temps. Beaucoup de temps à peindre. Une partie en elle-même est beaucoup plus longue que des parties de cartes qui sont très pratiques à faire. Tu sous-couches noir et ça passe. Comment? Sous-coucher noir, ouais. Noir et ça passe. Un petit brossage à sec et c'est fini. Non, ça fait un petit moment que je réfléchissais à me remettre à Magic, et à chaque fois que je regardais, moi ce qui me parlait le plus c'était Legacy, parce que c'était quelque chose que je connaissais un peu à l'époque, mais je voulais pas trop me relancer dans les nouveaux formats où il y a beaucoup trop de choses. Enfin, ça fait trop longtemps que j'ai lâché le truc et ça m'inspirait pas trop. C'est dur et à chaque fois que je regardais les prix... Comment? C'est dur de se remettre quand t'as lâché à un moment donné, de remettre dans un TCG, c'est dur. Ouais, surtout que c'était même les formats, moi j'ai type 2, tout ça, je n'ai même pas commencé aujourd'hui à Magic, mais j'ai jamais joué, j'avais fait quasiment que du Legacy. Donc je regardais un petit peu ça, et à chaque fois je voyais le prix des cartes, je fais ouais non c'est pas bon quoi, je peux pas vendre ma maison pour ça. En plus je suis même pas propriétaire, donc je fais encore moins. Après sinon tu joues en standard, hein. Tu joues en standard actuellement, tu gagnes T2, T3, donc ça va. Je connais même pas, donc... le power level du standard, il est... il est solide. Il est solide. Ouais. Ouais, non, mais vraiment, c'est premier degré, hein. T2, T3, la partie est pliée. C'était Legacy, ça marchait comme ça à l'époque. Du coup, et puis, je sais plus, sur un stream, je sais plus lequel, mais même pas un stream Lorcana ou autre, même pas un stream de jeu de cartes, quelqu'un qui parlait de Lorcana, je me suis dit, c'est quoi? Apparemment, c'est un jeu de cartes, j'ai regardé un petit peu, je voyais qu'on était... C'était fin 7.2 à l'époque. Donc c'était quand même le tout début, j'ai réfléchi un peu, je me suis dit, c'est cool de commencer un TCG. J'ai des enfants, on aime bien Disney, il y a un peu tout qui fonctionne, quoi, go, quoi. Donc du coup, j'ai commencé l'Orcana fin de 7.2, avec un deck Song. Je suis assez rapidement basculé sur Rouge-Violet, donc RP, pendant 1 ou 2 sets. Et là, ça fait plus de 2 sets que du coup j'ai fait 7-3, 7-4 en RP, et depuis fin 7-4, je suis en bleu-rouge. Voilà pour mon parcours, j'ai fait quand même pas mal de tournois avec quelques tops. Dans les tournois de boutique, des top 32, j'ai fait quelques fois top 1. Mais dans les gros tournois, jusqu'ici, j'ai pas trop performé. J'ai fait qu'un seul DLC à Lille. Donc c'était plutôt dans les débuts, moi c'était 7-3, donc c'était peu de temps après que j'ai commencé à jouer. J'avais fait quand même un top 128, j'avais eu ma Let It Go. Et voilà. Pas mal. Ouais, j'étais quand même plutôt très satisfait, et pareil, je m'attendais même pas spécialement à revenir avec ça, donc très content.
Avec la dernière ronde, j'ai quand même joué la place pour le top 64. J'étais à 4 wins, 4 lose. J'ai fait draw. Contre un adversaire très très sympa. C'est le plus important. Très bien. Bah, c'est vrai que nous, on se croise très souvent en tournoi, alors pas en tant qu'adversaire, parce que je participe en tant qu'arbitre. Et c'est vrai que je te voyais très souvent aux portes du top. Alors c'était très souvent soit vraiment très peu de place pour accéder au top, ou alors bah, c'était, bon, bah, tu finissais sur un top 32 par exemple, tu finissais 32e, ce genre de choses. Et c'est vrai que bah, t'es un joueur qui, globalement, t'es très régulier, puisque t'es toujours aux portes du top au final. Mais cette fois-ci, à Vernon, là, t'as pu avoir ce petit élan supplémentaire qui t'a permis de remporter le tournoi. Ouais, mais ouais, c'est vrai que bah, sur les premiers sets là que j'ai commencé, effectivement, c'était un poil frustrant parce que bah, par exemple, le premier jour de Lille, j'arrive sur cette dernière partie que j'avais quasiment gagné pour la petite histoire. Enfin, j'ai l'étal on board avec une chèvre, enfin, il peut pas remonter, il joue bleu-rouge. Il a une dime en jeu, il a 15 de l'or. Il a une carte en main. Je sais que c'est rien parce qu'il ne pouvait pas la jouer au tour précédent. En tout cas, rien qui impacte. Et top deck belle. Hop, active dime, 5 points du coup. Hop, pas top 64. Le lendemain, un peu le même truc. Je fais le gros événement. C'est top 8 qui passe. Je crois qu'on est 300 et quelques. Un peu la même histoire. La dernière partie faut que je la gagne pour passer. Et bah, je draw, donc je passe pas. Et plusieurs tournois aussi par la suite. À chaque fois, j'ai l'impression de une victoire en plus dans un BO. Enfin, un BO gagné et je passe au top. Et à chaque fois, je passais pas pendant plusieurs mois comme ça. Et ces derniers temps, par contre, je passe un peu plus dans les tops. Donc, j'ai gagné le petit truc qui manquait, quoi. C'est ça. Donc, quoi, c'est quand même un beau message parce que finalement, toi, tu t'es pas découragé, tu as continué parce que tu sais que tu es bon. Malheureusement, voilà, c'est peut-être ce petit détail supplémentaire que tu as pu acquérir au bout de ces plusieurs mois où tu étais aux portes du top qui font que maintenant tu as passé le palier suivant. Donc, voilà, c'est quand même un beau message à faire passer, quoi, de ne pas se décourager. C'est pas parce que vous finissez, bah, peut-être très souvent sur un top 16, vous finissez 20e, sur un top 32, vous finissez 36e. Ouais. Voilà, continuez à persévérer, ça finit par payer. Alors justement, en parlant de payer, est-ce que tu peux nous résumer ce week-end que tu as passé à Vernon? Ouais, bah, je vais faire un petit peu Je vais même raconter un petit peu ce qui s'est passé avant, parce qu'il y avait quand même un contexte, hein, comme quoi... Vas-y, je t'en prie. Faut vraiment pas chercher à se mettre de pression. Hein. Bah, j'ai eu la semaine précédant Verdon, du lundi soir jusqu'au vendredi, voire le week-end inclus. J'ai eu une intoxication alimentaire, donc j'ai très très mal dormi. Passer des détails, mais du coup, j'ai quand même eu du mal à manger et j'ai perdu 2 kilos sur la semaine, donc je n'étais pas du tout en état. Le fait est qu'on avait organisé le Airbnb avec les copains et on avait réussi à faire garder les enfants avec ma femme, donc je me suis dit que c'est quand même très bête de ne pas y aller, mais j'ai vraiment hésité un moment à ne pas y aller. Le vendredi soir et le samedi jusqu'au... Ouais. Ça aurait été dommage pour le coup. Ah bah ouais, au final, on peut pas savoir à l'avance, hein, mais effectivement. Et jusqu'à la veille, hein, j'hésitais vraiment à faire plutôt une visite de Vernon le lendemain que d'aller faire le tournoi. Puis du coup, j'ai fini ma liste à l'arrache le samedi matin avec des ratures de partout, là, et je me suis dit, bah allez, j'y vais, mais en mode complètement détente. Habituellement, je me fixe comme objectif de faire top. Pas beaucoup plus que top, mais déjà top, je pense que déjà c'est un bel objectif, surtout dans ce genre de tournoi. Donc habituellement, moi, mon objectif, voilà, c'est je fais top. Si je fais top, j'ai accompli ce que je voulais faire. Et là, je me dis vraiment le matin, et aucune pression. Si je passe, bah, c'est incroyable, mais c'est même pas mon objectif. Mon objectif, ça va être juste de prendre du plaisir, de laisser la journée se dérouler, et puis on voit comment ça se passe. Et bah, ça s'est quand même très très bien passé, vu que j'ai quand même très rapidement, à la 6e partie, j'étais déjà à 5 victoires et une draw, donc j'ai pu faire des intentionnels draw et terminer seconde des rondes. Donc ouais, ça s'est quand même très très bien passé. J'ai eu un peu de réussite, je pense, sur les appariements quand même, puis notamment sur des match-ups qui sont pas forcément... Enfin, au moins un match-up qui est pas pour moi, notamment, et où j'arrive quand même à gagner.
Il y a un Great Seal qui fait une sortie parfaite aussi, mais je reste patient et j'ai vraiment les réponses qu'il faut à chaque fois au moment limite, ce qui me permet de passer. Je fais une victoire contre un Yellow Green, là, ce qu'ils appellent les Chernadog. Donc Chernabog avec Bell, Clochard, là, Le deck très agressif, oui, en jaune vert qui voilà. va Les très agressifs. Ouais. Quand je suis sur le play, il me fait une sortie quand même très agressive où il monte à 17-19 de l'or avec triple T1, donc 2 Daisy. Mais bah, pour le coup, les Sharks et le VD Pirate font un peu la police et j'arrive à redescendre et j'arrive à la prendre. Et ça, c'est sur le play. Et sur la draw, je sais que c'est très compliqué. Je garde une Big Sissou en main de mémoire parce que pour moi, c'est la seule chose qui me permet de prendre ce match-up sur le draw. Et bah, non seulement j'arrive à avoir la petite Sissou avec double rampe, donc je peux faire rampe T2, rampe T3 into Big Sissou T4. Mais en plus, mon adversaire mulligan 6 et il n'a pas de T1. Ah, ça aide. Voilà, du coup, bah, le fait qu'il ait pas de T1 et que moi j'ai la sortie qui bat ce genre de deck, bah, j'arrive à faire de ce match-up qui est quand même difficile à faire mieux qu'un 1-1, bah, du coup un 2-0, ce qui me met très bien pour la suite. Et après, bah, j'ai quand même creusé beaucoup de bleu-rouge et de bleu-gris, donc... Ouais, bah, globalement, bleu-rouge et bleu-gris, ces deux decks-là représentent 50% du tournoi. Bah, même un peu plus, oui, de mémoire, c'était... Je crois que c'était 57, un truc comme ça. Je crois que c'est 30 et 27%, je crois. Ouais, bah, moi j'ai juste on va dire les premiers chiffres, les premières estimations, et les premières estimations, c'était déjà 50%, donc ouais, ça m'étonne pas que ça. Ah, les chiffres exacts ont été donnés, il me semble que c'est 30 et 27, un truc genre 80, 80 et quelques decks bleu-gris et 70 et quelques decks bleu-rouge. Ouais. Et on en reparlera un petit peu plus tard, hein, ça je pense que ouais. c'est fini, hein, c'est autant de présence en tournoi, bon, on en parlera un petit peu plus tard. Ouais. Donc, t'as une anecdote, quelque chose qui s'est passé en particulier à Vernon, un souvenir? Sur les rondes ou sur l'entièreté du tournoi? Peu importe, on va dire ton souvenir du week-end, le truc marrant qui t'est arrivé peut-être? Le plus marrant, je sais pas, quand je gagne la finale et que je tombe en sanglots et que j'arrive pas à me reprendre, quoi, peut-être. C'est déjà pas mal. Ouais, c'est vrai que t'étais chargé d'émotions, ça se voyait, quoi. Ah, je pense qu'il y avait déjà beaucoup d'émotions, énormément de fatigue aussi, je pense, parce que j'ai vraiment pas beaucoup dormi sur la semaine et même le samedi, j'ai très très mal dormi. Et oui, bah, quand même beaucoup d'émotions. Encore une fois, je partais dans ce tournoi en me disant j'y vais pas, et j'y vais, mais en mode complètement détente, et je me retrouve, je sais pas comment en fait. Enfin, il y a vraiment ce truc où, ok, je suis en top 16, bon, c'est fou quoi, puis. Ah bah je suis en top 8, je suis en top 4, je suis en demi-finale, je suis en finale, mais qu'est-ce qui se passe quoi? Enfin, il y a vraiment, je pense, c'est l'entièreté du tournoi, je m'en souviendrai, je pense, très 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 longtemps quoi. Ça restera de très très bons souvenirs. Plein de parties, mis à part la finale où l'ambiance était un peu moins bien à table aussi, enfin franchement tous mes adversaires ont été adorables. Tous mes adversaires du top 16. Bah, je sais d'où ils viennent, je sais s'ils ont des enfants, je sais s'ils ont joué à Magic avant. Enfin, c'est une ambiance vraiment très détendue. Le fait qu'on n'ait pas de. Ouais. On recroise très régulièrement les mêmes têtes, hein, de toute façon. Aussi, ouais. Bah, j'avais pas tant. Bah, alors, si, parce que une petite anecdote, tiens. Je tombe contre un adversaire que j'avais croisé à Vernon l'année dernière. Et qui m'a vu. Bah, d'ailleurs, pareil, hein, Vernon, Vernon l'année dernière, j'aurais pu faire jour 2 si les 3 games du jour 2 s'étaient mieux passés. Mais je tombe notamment contre mon premier adversaire de top 16 qui me sort du tournoi. Et là, je retombe contre lui en top 16 et cette fois, on connaît la suite, hein, du coup c'est moi qui l'ai sorti du tournoi. Petite revanche. Ah voilà, oui, petite revanche au gentleman. Ok, en tout cas, voilà, c'est vrai que c'était un très beau tournoi. Très bel événement, bien décoré sur le thème d'Alice au Pays des Merveilles. Donc là-dessus, Olivier, si tu vois cette vidéo, grand merci à toi. C'était encore un superbe événement, très bien organisé. Et on a hâte d'avoir à Vernon version 3. Ouais, moi si j'aurais pu faire un reproche là, sur le premier Vernon, c'est que les temps pour l'inscription au début étaient très très longs.
Je pense que j'avais pas grand chose d'autre à reprocher par rapport à la première version là, de ce tournoi. Et la seconde, bah, je suis même pas sûr d'avoir un reproche à faire. Hein. L'arbitrage, j'ai trouvé ça. J'ai rien à redire. Le tournoi était très fluide. Moi, franchement, en tant que joueur, j'ai aucun reproche. Le tournoi, c'est top, quoi. En plus, les résultats font que c'est encore plus, quoi. Mais non, très bon tournoi. Moi, je le conseille à tout le monde qui a envie d'y aller. Vous serez pas déçus, quoi. Vernon, c'est très sympa. Il y a plein d'Airbnb très faciles à trouver. C'est bien desservi. Si vous habitez en Ile-de-France, en Ile-de-France, c'est 1 heure de route. Enfin, il y a même des RER qui vont quasi direct. Enfin, c'est vrai que pour les Airbnb, pour le coup, on était beaucoup de joueurs, beaucoup d'équipes, on en trouvait pas loin de la salle. Donc ouais, c'est extrêmement bien servi, c'est vraiment un tournoi à faire. En tout cas, Olivier, encore merci de te donner à fond. Merci beaucoup à l'association des Gobelins. Et on a hâte d'avoir la prochaine édition. Ouais, merci beaucoup, un grand merci. Alors, on va passer à ta decklist. Ouais. Alors, c'est une decklist de bleu-rouge qu'on pourrait qualifier de classique, puisque bon, toutes les cartes sont connues, il n'y a pas vraiment beaucoup de surprises. Il y a peut-être le Cusco qui est présent, peut-être pour target un peu plus efficacement la version full objet de la liste. Il y a plusieurs fonctions. Ouais. On peut commencer à détailler un petit peu. Alors, moi, déjà, ce qu'on peut constater, c'est qu'il n'y a pas beaucoup de non ancrables. J'ai 11 non ancrables, et dans les 11, il y a 4 bleus lumière, qu'on peut presque considérer comme n'étant pas des non ancrables. J'ai fait le choix de ne pas jouer de bip prep, déjà parce que j'aime pas trop la carte, et je trouve le set non ancrable assez désagréable. Pareil pour la dime. J'ai fait le choix de ne pas jouer de dime un peu pour la même raison. Je trouve dans trop de parties, on se retrouve avec cette carte. Enfin, en tout cas, moi personnellement, de mon expérience, je me retrouve souvent en main de départ avec, donc je dois la dégager avec typo, et du coup, ou dans les match-ups que tu veux la garder, tu te retrouves avec cette carte bloquée pendant X tours. Et j'aime bien, quand j'ai pas mon drop 2 ou pas mes popsicles, faire des gros mulligans. Et du coup, pour faire des gros mulligans, sortir ces cartes, c'est quand même beaucoup mieux. Donc ça a été mes choix. Étant donné que je ne joue pas dime, le gros Tamatoa aussi a moins d'intérêt à mon sens, parce que quand on compare les deux, le Tamatoa à 6, en fait, à partir du moment où on a 2 items à récupérer, pour 6, on récupère 2 items, là où le gros Tamatoa, c'est pour 8, on en récupère qu'un. Et globalement, je trouve qu'en miroir, il meurt pas exactement sur les mêmes choses, mais comme il arrive tour 8, c'est un peu plus tard, a priori, l'adversaire est préparé à recevoir le gros Tamatoa, il va arriver, il va mourir. Et donc, c'est juste que le petit Tamatoa fait plus de value, et comme j'ai pas de dime, je voyais pas trop d'intérêt de mettre le gros. Donc c'est pour ça qu'il y a 4 petits et pas de gros dans cette decklist. Ce qui fait aussi qu'en fait, mis à part les maléfiques qui sont uniquement en miroir, ma curve s'arrête assez rapidement à 6, à partir du moment où je peux altérer les petites 6 sous avec les grosses. Et le deck survit plutôt correctement à 6 d'encre. C'est vrai que c'est super intéressant l'aspect où tu as assez peu de non ancrables. Parce qu'on se dit, on considère que bleu-rouge peut se permettre de jouer beaucoup de non ancrables du fait que tu peux les ancrer avec typo, avec la plume. Donc tu peux jouer plus de non ancrables que la moyenne. Mais toi, tu as fait le raisonnement inverse où tu es parti avec très peu de non ancrables, ce qui te permet de faire des mulligans très agressifs et assurer tes sorties. En tout cas, c'est un plan qui se tient, pour le coup, qui a payé. Oui, alors après, de toute façon, ça reste toujours résultat orientine, hein, mais après, moi, ça fait un moment, ça fait quand même quelques sets que j'aime bien ce genre de liste avec très peu de non ancrables. Je suis très à l'aise avec ce genre de liste. De toute façon, c'est un peu plus à l'aise, je sais pas si c'est plus facile à piloter, mais il y a moins de parties perdues, juste parce que tu as une mauvaise main au départ avec des Médusa ou autre. Médusa, c'est le même principe. Hein. Pour moi, le 6 non ancrable me bloquait un petit peu. Et je trouvais que c'était pas nécessaire d'avoir un anti-bet de plus. Effectivement, c'est un peu. En tout cas, c'est plus facile à piloter, peut-être au niveau du mulligan, en tout cas, que c'est plus permissif. Après, ça veut pas dire que
que tu peux mulligan n'importe quoi. Ton mulligan doit être précis par rapport au match-up que tu affrontes. Mais par exemple, sûr. je sais pas, est-ce que tu as déjà joué à un deck John Valley hyper aggro avec genre 30 non ancrables? Non. Je l'ai déjà fait. C'est très compliqué le mulligan. Ah ouais, clairement, ouais. Je jouais le Green Steel 7-6 de Zan Sayed avec 20 non ancrables et déjà tu peux brick pas mal avec le nombre de 3 non ancrables qu'il y a dans le deck, quoi. Et du coup, le mulligan, c'est extrêmement compliqué. Et là, tu dois vraiment le faire avec parcimonie parce que vraiment, le peu d'ancrables que tu as, tu es obligé de les conserver. Donc, ouais, ça change beaucoup de choses, le nombre de non-ancrables que tu as dans le deck. Et le fait d'en avoir pas beaucoup, c'est vraiment une souplesse qui est très appréciable quand tu vas chercher des mulligans précis. Ouais. Le mulligan, c'est quelque chose d'excessivement important dans l'Orcana et tu peux perdre ou gagner une partie juste sur ton mulligan. Alors, ce qui était attendu... oui. Ouais, je disais du coup le reste de mes choix, les Cusco qu'on voit en x3 et le petit cachez-vous tout seul. Alors pareil pour la petite histoire, je voulais mettre 4 Cusco. Pour l'histoire en entière, en fait, il y a eu un tournoi aux US, je me souviens plus exactement du nom. Mais il y a un mec qui finit premier avec 4 Cusco et des Sharks. Du coup, ma liste est un petit peu partie de celle-là. Mais lui, pareil, je crois qu'il jouait des big prep, en tout cas, il jouait plus de non ancrables. J'ai un peu remanié la liste comme moi, il me plaisait. Mais il commentait sa liste et il disait que du coup, lui, sa stratégie, c'était de Cusco les coils des bleus-rouges adverses. Et du coup, en fait, les Sharks se retrouvent ingérables parce que de plus en plus de listes cutter les maléfiques dragons et jouer de moins en moins de BP, ce qui fait que en fait, s'il n'y a plus de coil, il n'y a pas de gestion pour Shark. Donc j'étais parti un petit peu avec cette idée-là. Et je voulais jouer 4 Cusco, sauf que j'en ai pris que 3. Du coup, c'est pour ça qu'on se retrouve avec un Hideaway, qui est pas stupide dans la liste en plus avec les Sharks, hein, mais si j'avais eu 4 Cusco, j'aurais plutôt joué 4 Cusco. Sachant que je les ai chez moi, mais c'est juste que j'en ai apporté que 3 à Vermont. Donc voilà. Ok. Et qu'est-ce que tu préfères à cette liste par rapport à la version objet? Alors, moi déjà, la version objet, ça m'a toujours un peu moins plu. Je sais pas, j'ai un peu moins de feeling avec. Et après, je l'ai moins joué, donc je m'avance un petit peu à tâtons. Moi, je trouve cette liste, celle-là, ce style de liste plus stable. Alors, moi, j'avais un petit peu parlé avec d'autres joueurs objets qui n'étaient pas forcément d'accord. Mais j'ai l'impression d'avoir quand même gagné plusieurs parties contre des... J'ai l'impression que le fait quand même de jouer beaucoup non ancrables, beaucoup de cartes qui ne synergisent qu'avec d'autres. Par exemple, on prend Vital Sphere à la base. Par exemple, le joueur à qui j'ai pris la liste jouait des Vital Sphere. Vital Sphere, je trouve que c'est une carte qui n'est pas très bonne. En top deck, c'est nul. Tu joues ça parce que c'est un item à 1, mais t'en as pas vraiment besoin dans ce deck, quoi. Tu vis très bien sans. Alors, en item, c'est un peu différent, c'est sympa avec Scrooge et tout, mais pareil, tu joues des unconventional tools ou outils inhabituels. C'est pareil, ce sont des cartes qui ne sont pas très bonnes, je trouve. Disons que ces cartes-là, toutes seules, ne font rien, en fait. Oui, déjà, elles font rien, puis on est en milieu de partie, si t'as pas d'atelier de Maurice et que tu pioches ton outil inhabituel, t'es vraiment pas content, quoi. Moi, quand on regarde ma decklist, c'est vraiment ce que je voulais faire, c'est pour ça que je voulais pas plutôt un Cusco qu'un Hideaway. Il y a quasiment aucune carte qui, quand je la pioche, n'a pas d'impact sur le board, ne fait pas piocher, n'est pas une bête. Le deck est vraiment très, très compact. Je sais pas si... Là, quand je regarde le deck en fin de partie, à part Typo, t'as très peu de mauvais top deck, en fait. Ouais, voilà, à part Typo, Hideaway, éventuellement Coil, mais Coil, ça peut être aussi une très bonne pioche de temps en temps, et Pierre du Dragon, et de temps en temps, Vilain Pirate, toutes les autres cartes, c'est soit un anti-bête, soit une bête, soit de la pioche, donc moi, je partais un petit peu là-dessus en mettant le moins possible de draw morte.
Et du coup, le deck item, bah, je sais pas, moi, il y avait ce côté-là qui me plaisait un peu moins. C'est plus du feeling que vraiment avoir étudié le truc. Et voilà. Alors après, juste, bah, j'ai oublié de dire tout à l'heure, étant donné que je joue pas de dime, c'est quand même très important de mettre des cartes qui vont me permettre de grind du lore à distance. Donc les Sharks et les Pirates Life étaient un peu obligatoires dans cette liste. Et du coup, bah, comme l'objectif avec les Cusco dans un match-up non item, enfin en miroir, si ce n'est pas un deck item en face, les Cusco doivent virer les coils, et du coup, bah, mon but c'est soit de finir avec les Maui, soit de finir en fait avec toutes mes bêtes, parce qu'à partir du moment où l'adversaire n'a plus de coil, en fait toutes mes bêtes sont ingérables par ces anti-bêtes. Et l'objectif qui était très expérimental, parce que je l'ai pas testé avant, contre item, j'avais 2 plans de jeu, c'est soit de faire des sorties agressives, donc typo de manière prioritaire en T2, plutôt Tala en T3 ou Bleu Lumière, et T4 Shark contre item. Et dès que je vois une coil, je target avec Cusco en ignorant complètement sa Draw Engine. Je ne cherche pas à enlever les ateliers de Maurice. Mon objectif, c'est juste de finir le plus vite possible. J'ai trop de targets à choisir avec mes Cusco. Et donc, je veux juste l'empêcher de gérer mes menaces. Lui, il piochera plus que moi, ça c'est sûr. Je veux juste que la partie se termine le plus vite possible. Et si jamais je n'arrive pas à faire ces openings, si j'arrive pas à sortir des sharks très rapidement, que j'ai des sorties plus classiques, entre guillemets, avec des Flavor Sham, des anti-bêtes, des gros Tamatoa, par exemple, des Tamatoa, là, mon plan de jeu, c'était plus, du coup, c'était de laisser les coils et de target les ateliers de Maurice, et de partir sur une game plus longue, en sachant que ce sera probablement très difficile. Mais de toute façon, si j'ai pas de départ agressif, autant essayer de ralentir parce que je ne pourrais pas gagner. Donc c'était. Je comprends le raisonnement, ouais. Voilà, c'était ça le plan de jeu. J'ai eu la chance, round 9, de tomber contre Ellie. Donc on a fait une intentionnelle draw, mais il a proposé de faire la partie, et étant donné que je savais qu'il jouait item et que j'allais forcément rencontrer en top 16, j'étais très heureux qu'il me propose ça. Donc on a fait la partie, j'ai pu mettre en place ces 2 plans de jeu sur les 2 parties. La première partie, il a un peu brick, il a eu une mauvaise sortie, et du coup j'ai target, dès que je voyais un atelier de Maurice, je le dégageais, et j'ai réussi à faire une partie un peu value entre guillemets là-dessus, et c'est passé. Et la seconde partie, j'ai un départ shark ou double shark assez rapidement, et là je fais l'inverse, je target les coils, et ça marche très bien. Donc je suis pas ultra confiant, mais je me dis le plan de jeu fonctionne et peut fonctionner, quoi. Et je me souviens d'ailleurs dans ta partie de top 8, si je ne dis pas de bêtises, où en gros tu perds au prochain tour. Ton adversaire il est complètement setup, il doit lui rester genre 15 cartes dans le deck. C'est la demi-finale du coup, ouais. C'est la demi-finale. Et du coup, je vois bien ton adversaire, il a gagné quoi qu'il arrive au prochain tour. Et là, tu as ton Maui Shark qui est sur le board. Et tu vas aller chercher. Et là, du coup, ta seule chance, c'est d'aller chercher une action à 2. Tu vas aller creuser. Et là, tu trouves ton action à 2. Et pouf, tu gagnes la partie avec ça. Donc, ouais, le reach que tu peux avoir. Déjà, c'était. je t'ai vu quand tu as trouvé la carte. Tout d'un coup, tu as le soulagement qui est apparu sur ton visage. Ton adversaire, il a compris que tu avais trouvé ce qu'il fallait. Ouais. Mais c'est surtout, voilà, et c'est là que je trouve que ton deck est, enfin en tout cas la version que tu as apportée est très brillante et que tu as très très bien géré le match-up. Tu as été très patient et à un moment donné, ton Maui Shark, comme tu as dit, hein, tu as géré des calls pendant cette partie. Ton Maui Shark a pu rester en place pendant un certain temps et tu as pu capitaliser dessus et récupérer l'avantage et gagner la partie. Si jamais j'arrive à retrouver la partie en replay, je la mettrai en description de la vidéo. En tout cas, j'ai trouvé que c'était une très belle partie que tu as menée. Elle était vraiment, voilà, t'as vraiment géré, t'as étalé ton plan de jeu. Tu savais comment gérer le match-up et tu l'as très très bien fait en tout cas dans cette partie.
Bah, après, je tiens à souligner aussi que, alors, je pense que mes plans de jeu, sur mes départs, donc soit de target coil, soit de target Altoline Mori, je pense vraiment que le plan de jeu était très bon. Effectivement, j'ai quand même réussi à bien m'y tenir, mais je pense que c'est soit 50-50, soit à l'avantage d'item, malgré tout. Dépendamment un peu des sorties, forcément. Mais j'ai eu beaucoup de chance sur mes 4 derniers matchs, demi-finale et finale. Il fallait vraiment un peu de réussite, et bah, je l'ai eu. Et par exemple, la réussite, c'est pas tant sur ce tour-là, parce que moi, c'est souvent ce que je remarque, par exemple, j'ai revisionné la partie, d'ailleurs, si tu veux, je pourrais te passer le lien. Et les commentateurs font dans le chat, ah bah oui, vous dites qu'il a top deck et machin. Moi, j'ai un peu une autre vision là-dessus, c'est que déjà, j'aurais pu piocher. La première carte aurait pu être une action à 2, j'avais quand même pas mal d'outs. Il me restait 2 visions, il me restait un hideaway, je crois, il me restait 2 sails, il me restait des brawls également, parce que je pouvais jouer 2 brawls plus le bleu lumière de mémoire. J'avais quand même pas mal d'outs. Et bah, je le pioche pas sur la première, je le pioche pas sur les 2 suivantes sur le bleu lumière, et je le pioche sur le dernier bleu lumière, c'était vraiment la dernière chance. Mais en fait, j'avais quand même 5 draws qui me permettaient de le faire, et je pouvais même le piocher sur les tours précédents. Je vois un petit peu où en venir, mais souvent, en fait, c'est super impressionnant, parce qu'au final, bah, c'était vraiment les dernières cartes. C'est aller au bout du bout, et celle-là qu'il me fallait, et là, il n'y avait plus le choix, il me fallait une action à 2. En plus, le bleu lumière révèle 2 actions à 2. Mais ouais, en tout cas, bah, je pense que ce moment-là, dans le tournoi, est incroyable d'émotion, parce que bah, je sais effectivement que j'ai perdu le prochain tour, et que la partie va complètement m'échapper si... Enfin, je vois que la partie est en train de complètement m'échapper, et que les chances qu'il ait létal le prochain tour sont de 99%. Donc c'est le tout dernier moment, je calcule tous mes outs, je sais qu'il m'en reste, je sais... Voilà, je fais, et paf, ça arrive, quoi, soulagement, et voilà. C'était très fort comme moment à vivre. Enfin, j'ai beaucoup aimé, en tout cas. Tu me demandais tout à l'heure, là, je pense que c'est peut-être ce moment, le moment là qui a été en plus le plus important sur cette fin de tournoi, parce que ça me fait prendre cette partie, la suivante, malheureusement pour mon adversaire, était un no match, parce que j'ai eu... on va probablement en parler après, mais j'ai eu une sortie quadruple Flower Sham en quelques tours, là où je suis même pas sûr que lui en ait eu un seul, je crois qu'il en a eu un. Ouais. Et du coup, la partie... qui jouait une liste objet, et comme tu dis, lui, sa liste objet, par contre, malheureusement, elle a pas tourné, parce que c'est beaucoup plus instable que ta version. Et alors, quand ça tourne bien, c'est extrêmement impressionnant, mais faut quand même avouer que quand ça tourne pas, parce que malheureusement, tu n'as pas ce qu'il faut en main pour la faire tourner, le deck ne fait rien et ne fait que subir ce qui s'est passé. En tout cas, bon, on verra. Donc les 2 parties sont intéressantes tout de même. On les mettra en description. Tu vas mentionner le Flower Sham. Justement, alors Flower Sham, on va en parler parce qu'il a été banni avec la sphère d'endurance. Est-ce que tu penses que ta liste peut être jouée sans Flower Sham? Dans une méta où il n'y a plus Flower Sham, si on parle du coup de post-ban, je pense que des listes similaires, moi je pense qu'elles peuvent tout à fait exister, oui. Dans une méta où il y aurait Flower Sham, tu ne peux pas ne pas jouer Flower Sham parce que la carte est trop impactante. D'ailleurs, petite dédicace, mais enfin dédicace, pas une dédicace, mais DKP, donc le gros joueur rouge-bleu qui a gagné Melbourne, disait dans sa liste d'origine, je crois qu'il disait qu'il ne jouait même pas Flower Sham, qu'ensuite il en a mis 2 parce que en fait il joue contre des Flower Sham et du coup il doit les jouer. Mais dans sa liste d'origine, il n'en mettait même pas. Donc moi, je pense tout à fait que... Je pense que cette version, il faudrait peut-être un peu la remanier. Mais pour moi, Bleu-Rouge a toujours... Je pense vraiment que Bleu-Rouge a toujours de beaux jours. Il sera forcément moins fort. Mais moi, je suis persuadé qu'il aura toujours sa place dans la méta. Je m'avance peut-être un peu, mais pour moi, je le vois quand même vraiment pas loin du tier 1, s'il n'y reste pas. Et moi,
je pense qu'une liste comme ça, là, vite fait comme ça, on enlève les 4 Flavorsham, on met 4 Kida. Je pense que la liste est beaucoup moins forte. Elle va avoir beaucoup moins de ressources en fin de partie. Pour autant, je pense qu'elle est jouable et plutôt correcte. Hein. Tu penses que sans Flavorsham, ça tient les decks des fosses? Bah, par exemple, Kida, je pense que c'est une très très bonne carte contre les decks des fosses, parce que ça te permet d'ancrer, elle est ward, et c'est pas si facile pour le deck des fosses d'aller chercher. Après, deck des fosses, on peut s'adapter un petit peu, par exemple mettre une ou deux pierres de dragon en plus, mettre des brawls en plus. On enlève les Cusco qui dans cette méta ne seront plus utiles. Moi, je me sens pas complètement démuni, hein. Faudrait que je teste, mais... Qu'est-ce que tu penses de Monsieur Dark? Ah non. non, donc lui, c'est une 1-2 pour 1. Quand il part à l'aventure, on peut casser un item pour piocher une carte, c'est ça? De mémoire, c'est quand il est joué? Attends, je vais voir si j'ai... Malheureusement, je crois que non. Malheureusement, je crois que c'est que lorsqu'il part à l'aventure. Le problème, c'est que je pense qu'on va se diriger vers une méta grise. Et il va juste se prendre tous les perdus dans l'hiver. Donc chaque fois. Non, t'as raison, c'est même pas quand il est joué, c'est quand il part à l'aventure. Et non, c'est-à-dire que tu peux le faire T1, tu peux faire Sail, puis avec le mana de la Sail, avec l'encre de la Sail, jouer une Popsicle et partir à l'aventure. Mais le problème, c'est que en fait, il se remplace, mais une 1-2. Alors, je vais pas dire que ça accomplit rien parce que Typo fait des merveilles, mais enfin, franchement, c'est en top deck, là, tu t'as fait que cycler 1 en fait au final. Bah oui, mais en fait, si son effet était un effet d'entrée en jeu, ça changerait déjà un peu les choses. Là, le fait que ça n'en soit pas un, enfin, je vois pas comment on joue cette carte dans une méta grise, parce que oui, impossible. Je pense notamment que dans la méta grise, alors c'est compliqué à dire aussi parce qu'il va y avoir des Ursula, mais je pense qu'il va falloir enlever les typos pour remettre des one jump head, des tu voles, avec la carte de rampe T2 non ancrable, qui fait qu'on prend une carte du dessus de son deck pour la mettre dans sa réserve d'encre. Parce que je pense que typo maintenant, maintenant qu'on n'a plus Flavorsham, si on est sur le play et qu'on met un typo, enfin T4 on n'a plus de carte en main quoi. Oui. Donc je pense qu'il y a quelques changements à faire dans les listes, mais moi je me sens pas complètement démuni. Là je suis sur le Discord de Sailor, qui est un gros joueur américain qui est qualifié pour les Worlds, qui fait des tests là notamment. Alors lui il a testé un peu des versions item et un peu d'autres versions. Alors ça vaut ce que ça vaut, parce que je pense qu'il joue sur l'Orcanito, mais il a des bons résultats pour le moment contre Discard. Donc moi je suis plutôt confiant sur l'avenir de Bleu-Rouge, sur le fait que ça restera un deck. Ce sera pas le tiers 0 qu'on avait en ce moment avec Bleu-Rouge. Pour moi, Bleu-Rouge était vraiment le tiers 0. Je pense qu'il était même devant Bleu-Gris pour moi. On n'aura pas ce Bleu-Rouge tiers 0, Bleu-Gris juste en dessous et tout le reste du format en dessous. Ça restera un très bon deck. Moi, je pense, ouais. Je pense que ça restera un très bon deck. Intéressant. Avec le fait que moi, je trouve que Flavorsham avait un côté très frustrant dans plein de match-up. Ce n'est pas que ça qui détermine une partie, mais par exemple, en top 16, je perds une partie en miroir parce que mon adversaire a Flavorsham, que j'ai mulligan pour un anti-bet à 1, enfin, donc Brawl ou 6 ou j'en ai pas eu. Et son Flavorsham, de mémoire, dans la partie, pioche 6 ou 8 cartes, et il gagne la partie, quoi, juste là-dessus. Flavorsham... Flavorsham, c'est un générateur de value qui, malheureusement... En fait, le problème, c'est que juste tu joues Flavorsham, même s'il est géré tout de suite, techniquement, il t'a pioché une carte en plus, quoi. En fait, il s'est remplacé et il a pioché une carte en plus. Alors oui, il a banni un objet, donc ça fait du -1, mais c'est anecdotique, parce qu'après, c'est des objets que tu vas récupérer avec ta main, toi. Donc, c'est ça le problème, c'est que, en fait, tu le joues, rien que le jouer, ça te donne déjà de la value que l'adversaire ne pourra jamais rattraper, quasiment. Sauf s'il joue lui-même un Flavorsham. Et alors, si le Flavorsham il n'est pas géré, alors là, c'est... Ouais, oui, puis le truc, c'est qu'il y a beaucoup de decks qui ne peuvent pas le gérer, quoi. Alors, on parlera peut-être de discard après, mais moi, je joue pas mal discard aussi. En tout cas, j'ai joué discard pas mal 7-5 et 7-6. Et ton adversaire joue Flavorsham, en fait,
t'as pas de Diablo en jeu, t'as perdu la partie, quoi. Tes options pour enlever Flavorsham sont excessivement limitées. Donc c'est pour ça qu'on voit beaucoup de mèmes avec Flavorsham qui protège des Diablos et des discards, ce qui est pas complètement faux, hein, parce que c'était entre guillemets le contre ultime à discard, parce que les stats 1-6 pour un T4 ancrable qui a un effet d'arrivée en jeu, un effet de quest, enfin la carte a quand même un problème. Il y a d'autres cartes dans le jeu qui ont des problèmes, mais moi je trouve que cette carte est un problème. Et ça fait depuis 2 sets que je joue bleu-rouge, et ça fait 2 sets que je dis il y a un problème avec Flavorsham, quoi, il faut faire quelque chose. Du coup, alors, on a commencé déjà à en discuter pas mal. Donc là, maintenant c'est officiel, Flavorsham et Sphère d'Endurance sont bannis. Ouais. Donc Flavorsham, est-ce que tu aurais aimé un nerf plutôt, ou tu penses que le ban, juste l'enlever, c'est bien? Alors là, ça va tirer un petit peu les faux. Moi, j'ai aucune expérience TCG, hein, donc je ban nerf, je sais pas ce qui est mieux pour un TCG physique. J'imagine que le ban est mieux. Après, ils ont nerf les Bucky, par exemple, assez rapidement. On a eu les Bucky promo qui pouvaient les remplacer. Alors, si c'est pour nerf, de la manière dont ils ont nerf Bucky, on est d'accord que le nerf Bucky, c'est un ban déguisé. La carte a été rendue complètement injouable. Elle s'est pris un triple nerf. Je pense que juste un des 3 nerfs aurait largement suffi. Bon, on va pas reparler de Bucky, mais moi, je voyais bien le nerf qu'on avait à une époque. Là, il y a sur l'application de l'Orcana de Ravensburger, là, il y avait un pseudo nerf qui avait fuité. Non, vous inquiétez pas, c'est pas ça. Où on voyait un Flavorsham 1-5 de mémoire qui piochait une carte au lieu de 2 cartes. Alors, il était un 6 et il avait le même card texte, sauf qu'il piochait qu'une carte. Ouais, ok. Et parce qu'à un autre moment, alors du coup, j'avais entendu parler en plus de ce nerf de piocher une carte, de le faire passer 1-5, qui est pas complètement stupide parce qu'au moins ça permet de le target avec Zeus par exemple. Moi, j'aimais bien ce nerf sur le papier. Je trouve que moi j'aurais bien aimé qu'il nerf Flavorsham comme ça. Ça aurait permis de continuer à le jouer. En fait, on aurait eu des decks quasiment inchangés, mais qui auraient quand même bien descendu de puissance parce que divisé par 2 le montant de pioche de la carte, c'est quand même beaucoup. Et pour autant, même comme ça, pour moi, elle aurait. Moi, j'ai l'impression qu'une carte comme ça, un Flavorsham qui te fait piocher 1 puis 1, ça aurait continué à être joué. Moi, j'aurais bien aimé ça. Maintenant, il le banne. Je trouve mon problème actuel, c'est que j'ai quand même l'impression que bleu-rouge peut se faire outvalue par énormément de decks. Et oui, je pense que ça va être des sensations un peu désagréables parce que il va falloir s'y faire et jouer autrement, mais le violet va nous outvalue assez facilement, je pense. Et je me dis même que des sorties avec Song ou même des sorties des agros qui ont des docks. Moi, je me souviens déjà m'être fait outvalue en jouant bleu-rouge parce que j'ai pas de Flavorsham et que l'autre a des docks. Maintenant, j'en ai plus du tout. Donc c'est vrai que un deck contrôle qui peut se faire outvalue par un deck aggro, il y a quelque chose d'un peu gênant là-dedans. Après, il faut juste revoir un peu les listes. Moi, je pense malgré tout que le nerf est quand même bon pour le jeu. On verra ce que donne la méta. Mais là, la méta actuellement, c'était 2 decks. Je pense qu'il fallait quand même faire quelque chose qu'il arrive. C'est vrai que moi, actuellement, je joue beaucoup violet-rouge. En violet-rouge un petit peu particulier. Qui tire, en tout cas qui gagne énormément par rapport à la value. Alors c'est pas un violet rouge avec des médusas, des trémènes comme habituellement, c'est un violet rouge qui est très orienté blessure et déplacement de blessure. Et ça génère énormément de value. J'arrivais à tenir les bleus rouges à la value, mais des fois, c'est-à-dire que là où tout mon deck est orienté autour de ça, moi j'avais cette frustration en me disant mais mon adversaire il a pioché 3 Flavorsham et juste 3 cartes. Ça permet de détruire toute la value que j'ai générée le long de la partie, et alors que mon deck se autour de ça. Et là, je me suis dit, effectivement, c'est pas normal. D'un point de vue TCG, je pense que c'est beaucoup plus facile alors c'est pas de faire accepter, mais de faire passer le message que la carte est bannie plutôt que de faire des errata. Puisque une banlist, ça se diffuse. Tu peux l'annoncer par exemple dans un tournoi, dans une annonce de tournoi, rappeler la banlist par exemple.
alors que les errata, c'est beaucoup plus compliqué, parce que tu prends le Ouais, bah joueur un peu plus, comme tu disais, plus casual, hein, oui. lui, il va pas forcément se tenir au courant que la carte a été errata. Et du coup, bah, il vient avec sa carte qui est légale, hein. Il peut jouer la carte, sauf que quand il va la jouer, on va lui dire, ah bah non, ça n'est plus ça aujourd'hui. Alors que la carte, elle est interdite, tu vois, bah, il peut avoir plus facilement accès à cette information que se tenir au courant de l'errata, par exemple. Donc, de ce point de vue-là, moi, je préfère avoir des errata. En tout cas, sur un TCG physique, je préfère avoir des errata, des bans, plutôt que des errata. Ouais. Oui, de toute façon, ça a du sens, hein, sur les TCG numériques comme Hearthstone, bah, c'est très facile de faire des errata. De toute façon, bah, c'est ton matériel qui change, tandis que faire des errata physiques, bah, il faut renouveler les cartes. Du coup, tu auras plusieurs versions de la même carte qui ne sont pas les mêmes. Enfin, effectivement, c'est un peu bazar et je pense que les bans sont mieux pour un TCG physique aussi. Ouais. Oui. Et évidemment, ça permet d'éviter des petits abus. Par exemple, Bucky, toi, je pourrais jouer contre un débutant et jouer Bucky. Le débutant, il est pas au courant qu'il y a un errata, et puis il va dire ma carte Bucky avec le ward et tout, il va dire mais voilà, tu vois. Alors que non, la carte fait plus du tout ça. Donc, bon, ça peut éviter pas forcément des abus, hein, évidemment, mais ça peut éviter ce genre d'erreur. Par exemple, c'est deux joueurs débutants qui s'affrontent, ça peut éviter peut-être de fausser les parties si les deux joueurs ne savent pas vraiment que la carte elle a un errata, par exemple. Typiquement. Après, pour le coup, le ban, hein, il achète son. Je me souviens plus du set 2, mais il achète son booster set 2, il ouvre des Flavorsham, il joue des Flavorsham. Le problème peut être un peu le même, quoi. Comment? Oui, Rise of the Floodborn, merci. Ouais. Le problème reste un peu le même là-dessus, mais effectivement, je pense, dans tous les cas, c'est quand même beaucoup plus facile de ban que de faire des errata. Mais pour le coup, le nouveau joueur qui n'a pas suivi le truc, il va très bien pouvoir jouer son Flavorsham. Oui. Après, Flavorsham, ça reste jouable. Si vous jouez entre vous, entre amis, en amical, vous pouvez continuer à jouer Flavorsham. C'est juste qu'il est interdit dans les tournois compétitifs. Ravensburger vous y encourage d'ailleurs, hein, je crois que même dans leur message, oui, ils vous encourage à si vous aimez la carte, quand tu continues à jouer entre amis ou en amical, il n'y a pas de problème. Continuez à adorer, à kiffer votre deck avec cette carte, évidemment. La sphère d'endurance, est-ce que tu t'y attendais? Non, je vais être honnête, non, je m'attendais pas à ce nerf-là. Après, je comprends très bien le nerf, et moi je trouve que le nerf est plutôt intelligent. Oui. Parce qu'il fallait trouver... Oui. Genre, juste pour info, un peu de contexte. Donc Flavorsham, on en parle depuis le début, un petit peu en disant que la carte est problématique. On a assez longuement évoqué donc tout ce que la carte pouvait générer. Pour la sphère d'endurance, en fait, le ban est survenu parce que la carte ne correspond pas à l'identité de la couleur acier. C'est-à-dire que actuellement les decks acier étaient très orientés objet, alors ce n'est pas la volonté de Ravensburger que d'avoir des decks objets des decks acier orientés objet. C'est la raison pour laquelle ils ont banni cette carte, pour que acier puisse que les joueurs puissent se concentrer autour de l'identité de acier, qui est la bagarre, hein, les gros body, la résistance, l'offensif, et allez hop, on y va, on cogne. Ouais, moi je pense que le ban de la sphère d'endurance, c'est pour réduire l'impact de Bell, je pense surtout. Pour moi. Là-dessus, je suis assez d'accord avec Ravensburger, puisque tu prends par exemple, un deck bleu-rouge full objet. Ça fonctionne très très bien. Maintenant, tu as le même deck qui existe en bleu-gris. Donc, tu fais que tu as vraiment, normalement, une identité qui est de bleu-rouge full objet qui essaie de mettre en avant et qui est balayée par une couleur dont ce n'est pas l'identité. Donc, je peux comprendre le côté ça dérange, tu vois. On essaie de mettre en avant quelque chose, mais c'est balayé juste à cause de la présence de cette carte. Là-dessus, je suis assez d'accord qu'au niveau de la créativité, en tout cas, parce que quand tu joues bleu-gris aujourd'hui, tu joues forcément Flavorsham, Sphère d'endurance, Popsicle, Bell. Voilà, c'est à la base de tous tes decks bleu-gris. Et du coup, là, on peut partir sur un côté un peu plus... retrouver ce côté un petit peu... Il faut faire la bagarre en gris, tu vois. La bagarre, ou alors le faire infliger des dommages à distance. Ah, on avait quand même fin 7-6, et je pense qu'on va en avoir pas mal aussi, là, toujours dans ce 7-7.
Fin 7-6, on avait un deck bleu-gris, donc le deck Kiwi, là, pour ceux qui connaissent. Donc c'était un deck bleu-gris aggro, qui ne jouait aucun item et pas de Flavor Sham, qui avait plutôt une curve très agressive, hein, avec des Smith, des Kaloun, des Doc, des Lorenz. Il y avait même souvent des Gantu, donc le 4-3 qui leur a 4, et qui était un deck vraiment juste agressif avec aucun item dans le deck, quoi. Et ce deck-là a évolué au 7-7 avec la version qu'on connaît aujourd'hui, donc qui joue 8 items à 1, 4 Flavor Sham et 4 Bell. Mais étant donné que fin 7-6, le deck performait plutôt bien, moi je pense qu'on continuera à avoir ces decks-là, du coup sans item bien entendu, beaucoup plus ressemblant C'est un problème que je trouve qu'il y a dans l'Orcana, c'est que l'Orcana, tu prends n'importe quel mélange de couleurs, tu mets juste tous les personnages qui ont le maximum à 1, à 2, à 3 et t'as un deck. Et qui fonctionne. Je trouve que c'est un problème dans l'Orcana, mais c'est pas le sujet de la vidéo et c'est un autre débat. Ouais, bah t'as des personnages qui... Parce qu'on parle de Flavor Sham, mais il y a beaucoup d'autres personnages qui sont quand même très forts, hein. Un personnage qui paraît de rien, mais par exemple juste Smee, une carte pour dedans, une 3-3 qui l'aura 2, avec même un effet qui pallie son défaut, qui fait qu'il ne peut pas être soigné, sachant que même des fois être blessé peut être un avantage, par exemple dans Song, et tu peux le soigner avec réponse. La carte est quand même... Smee, c'est quand même pas loin d'être... C'est dans les top cartes du jeu quand même, hein. Merci parce que alors quand je dis que Smee est une carte qui devrait dégager du jeu parce que la carte elle est tout simplement débilement forte pour un drop 2, tout le monde qui me dit non mais non Smee c'est très très bien, c'est heureusement que c'est là, non merci. Ça me rassure que je sois pas le seul de penser que Smee est une carte problématique. À dégager du jeu j'en sais rien mais... Bah disons qu'en fait son carte texte ça aurait dû être par exemple, parce que c'est très orienté en fait, ils veulent mettre en avant une synergie capitaine pirate. Ouais. Son carte texte ça aurait dû être ce personnage ne peut pas partir à l'aventure sauf s'il y a un capitaine qui l'accompagne, tu vois, par exemple. Oui, ou il gagne plus 1 de l'or s'il y a un capitaine en jeu ou quelque chose comme ça. Oui, voilà, quelque chose comme ça, admettons. Mais là, son carte texte, c'est... Enfin, c'est... Ah non, 2 mana pour une 3-3 qui l'aura 2, enfin... La carte passe beaucoup plus inaperçue parce que ça n'a pas le même impact, entre guillemets, qu'un Flavor Sham, qu'un Diablo, qu'un Prince Jean, que ce genre de cartes qui... Les cartes qu'on estime les plus problématiques en ce moment et qui, pour le coup, le sont aussi, c'est souvent des cartes de draw. Des cartes qui font beaucoup de value. Diablo arrive au T2 et tu le gères pas pendant 3 tours. En exagérant un peu, parce que c'est pas exactement ça, mais tu as quasiment perdu la partie. Encore une fois, j'exagère un peu, mais ça, en fait, c'est un outil de value infini qui, comme Prince Jean, parce qu'il est quasiment intuable pour la plupart des decks, sont des cartes qu'on remarque vraiment beaucoup plus que le petit Smee qui passe inaperçu, mais qui va te marquer 6 lords dans la partie, quoi, pour dedans. Bah, Diablo, après, c'est vrai que c'est un effet de ce qu'on appelle, c'est un effet boule de neige, hein, c'est les cartes qui snowball, qui typiquement, c'est le genre de carte qui, quand on construit un deck, t'es obligé d'avoir des cartes au cas où tu rencontrerais un deck qui va jouer Diablo. Parce que si tu rencontres un deck qui joue Diablo, qui te met un Diablo T2, t'as perdu. Si t'as aucun moyen dans ton deck de gérer Diablo, t'as perdu. Bah oui. Bah, l'autre option, c'est de jouer très agressif et de faire la course. Ça peut marcher parce que Green Steel a pas tant de body que ça. Tu peux le prendre un peu de vitesse, mais il faut vraiment avoir un deck hyper aggro. Mais effectivement, tu joues contrôle, tu joues contre ça, tu gères pas Diablo, bah, t'as perdu. Et ça génère beaucoup trop de value. Et d'ailleurs, ça risque d'être une carte problématique à l'avenir aussi. Ouais. Bah justement, en parlant des problèmes. Alors, on a identifié le problème de Flavor Sham, c'est parti. L'aspect d'endurance, bon, moi j'aime bien le côté que c'est vrai que la carte, elle faisait en sorte que Acier était pas forcément joué ou alors mise en avant pour les bonnes raisons. Soit dit en passant, ça nerf aussi la sortie Belle T1 qui 3-3 qui va chanter des trucs tout et n'importe quoi. Ça nerf un petit peu cette sortie là. Elle sera toujours possible, mais elle sera moins récurrente. Ouais. Comment t'envisages maintenant la méta, selon toi? Est-ce que ça va être violet-vert Défausse qui va être top méta? Est-ce que Amber Steel Song a le droit d'exister désormais que Bleu-Rouge a été nerfé? Bon, ça c'est un peu dur, hein. Je sais pas si j'ai assez d'expérience et de vécu dans les TCG pour parler trop de ça, mais moi je vois beaucoup de decks revenir, hein. Je pense qu'on va... Jusqu'ici, moi je trouve quand même que l'Orcana, c'est moi de mon point de vue, je trouve qu'il a une méta plutôt saine, hein.
Quand on regarde 7-6, alors bleu-rouge dominé, mais on avait quand même pas mal de variétés de decks. Peut-être plus 7-5, mais... Alors 7-5, c'était quand même très dominé aussi par Green Steel, mais moi, je pense que là, la méta, je digresse un peu, mais la méta où Blue Steel, mid-range, bloquait complètement les hyper aggro parce qu'il leur roulait dessus, que bleu-rouge derrière bloquait tout ce qui était un peu mid-range, à part Blue Steel, parce que Blue Steel était vraiment très très fort, en fait, on se retrouvait avec un duo de decks qui bloquait tout le format, de mon point de vue. Là, ce nerf de ces deux cartes va réduire énormément la puissance, va réduire la puissance de ces deux decks et faire que laisser beaucoup de place au reste. Moi, je vois un retour de Song, je vois un retour de Discard. Je pense qu'on va avoir aussi un retour des decks violets. Je vois pas bleu-rouge partir trop loin. Et après, qu'est-ce qui va être les top decks du méta? Moi, je vois Discard assez haut quand même. Hein. Je trouve que Discard, même 7-6, moi je le jouais et tant que tu rencontrais pas de bleu-rouge. C'est bien ce qui me fait peur, hein. Les decks Discard. Moi, je considère que dans un TCG, le défaut, ça doit être mesuré. C'est-à-dire, le défaut, ça doit être un outil, un peu comme une sorte de gimmick de ton deck. C'est-à-dire, ça doit être un outil qui va freiner l'adversaire, mais en aucun cas, ça peut être une stratégie sur laquelle tu dois te baser à 100%. Et là, dans l'Orcana, actuellement, la défausse, elle est extrêmement puissante, puisque, de toute façon, dans l'Orcana, ils aiment pas que les joueurs piochent des cartes. Donc, mais par contre, ils aiment bien que les joueurs défaussent 3-4 par tour. Ça, c'est pas de problème. Mais par contre, piocher plus de 2-4 par tour, ça, c'est pas possible. Non, là, ils vont bien. Donc, et le problème, c'est ça, c'est que la défausse, actuellement, elle est beaucoup trop puissante par rapport à la pioche. Et c'est bien ce qui me fait peur parce que, concrètement, si toutes les parties, ça se joue juste comme un jeu de bataille, c'est-à-dire les joueurs ont plus de cartes dans leurs mains, et puis top deck, ils font j'ancre, top deck, je joue, top deck, je joue. C'est juste un jeu de bataille qui va faire que le premier joueur qui va commencer à piocher successivement les bonnes cartes, ou en tout cas les meilleures cartes que l'adversaire, va remporter la partie. Et j'ai très très peur que si Défausse, en tout cas que le nerf de Flaversham, si c'est l'autoroute qui s'ouvre au deck Défausse, on va pas beaucoup plus s'amuser que ce que c'est actuellement. Ah, ça, je suis assez d'accord. Hein. Moi, du coup, comme je le disais, je jouais Green Steel au set précédent. Alors, parce que moi, j'avais des méta de boutique assez particulières où il y avait très peu, voire pas de bleu-rouge. Et franchement, le deck, dès que tu n'affrontais pas du Flaversham, il est ultra solide. Hein. Moi, un autre problème que je trouve à ce deck, c'est qu'il a énormément de réponses pour faire survivre son Diablo. Et le fait que le Diablo terrain, ça paraît pas, mais le fait que tu révèles la main adverse, tu sais exactement à quoi tu dois répondre. Et puis des fois, moi, j'arrivais à protéger, même contre de l'acier, hein, contre du steel, contre des songs, j'arrivais à protéger mon Diablo pendant 3, 4, 5 tours, alors qu'il avait des blasts en main. Hein, et... Mais surtout que comme ton Diablo, il fait que tu pioches à tous les tours pendant le tour adverse, ce que tu vas dépenser... En fait, l'adversaire, il va jouer des cartes, toi, tu vas dépenser des cartes pour gérer l'adversaire. Donc à ce moment-là, vous faites chacun du -1 parce qu'il a joué une carte, elle a joué une, sauf que ton Diablo te rend la carte. Et c'est là que du coup, tu as l'avantage qui se creuse assez rapidement pour toi. Et après, à un moment donné, tu touches à Prajean. Prajean, c'est une carte qui est absurde en fait dans un deck défausse. Parce que la carte, déjà les défausses, c'est frustrant. Et Prajean, en plus, te donne du card advantage en faisant défausser l'adversaire. Et il a hors d'atteinte, la carte n'a aucun sens. Puis il aura 2 en plus, hein, et le lore à 2, c'est un énorme impact dans ce deck qui lore très peu, et ce qui fait qu'en fin de partie, tes 2 Printemps, ils partent à l'aventure et ils mettent 4 lore par tour, quoi. Mais ouais, le hors d'atteinte dans ce jeu, c'est difficile parce que t'as très très peu de cartes pour gérer ces cartes hors d'atteinte. T'en as qui sont littéralement quasiment intuables. T'en as, mais malheureusement, c'est des très mauvaises cartes qui répondent à Prajean, en fait. C'est très très mauvaises cartes. Oui, t'as une carte là, je ne sais plus, pour 1, mettez 2 à une créature.
Enfin, Ouais, l'adversaire choisit les deux, t'as des trucs comme ça. Mais... Des craies de Triton, un truc comme ça, je crois. Oui, voilà, quelque chose comme ça. Là, t'en as une pareille qui met 4, mais en fait, ça fonctionne même souvent jamais parce que t'as souvent plein de petites bêtes, des petits Ursula et compagnie dans ce deck. Et après, bah, les autres cartes, c'est Grabure Sword, mais Grabure Sword, contre un deck qui joue 4 Ursula, qui des fois joue des muses, donc il peut bounce et rejouer Ursula, qui joue 4 pits, et qui peut regarder ta main 8 fois dans la partie avec les 4 petits Diablos et les 4 Ursula. Ah, c'est dur. Ah, c'est vrai que Pat Arbitre aussi, ça c'est une sacrée. C'est une carte qui n'aurait jamais dû voir le jour, mais bref. Ah, peut-être pas à ce prix-là, je sais pas. Après, ouais, ce genre de carte, je les trouve très intéressantes, mais ouais, bah, Pat a un impact énorme dans le jeu et bloque énormément certains decks. Ah, c'est marrant. Je pense par exemple que bleu-vert a beaucoup de mal à exister parce que Pat existe, quoi. Et parce que gris est très très présent. C'est une carte que je trouve qui a un design qui est horrible en fait, et qui serait horrible peu importe le TCG. T'as une carte qui dit à l'adversaire, je t'interdis de jouer des cartes. Je veux dire, c'est dur quoi. Et ouais, Pat, il est globalement la carte, pour moi, elle est pas saine pour le jeu. Et tout simplement, quand tu vois, je suppose que tu as déjà vu des parties où ça s'est juste joué parce que bah tu prends le Dandy Mirror, c'est juste, je joue Pat, je fais Pat, prochain tour je joue Pat, prochain tour je joue Pat. T'interdis complètement l'adversaire de répondre à ce que toi tu es en train de proposer pendant 3 tours de suite. Forcément que tu gagnes, tu vois. Et c'est ça que je trouve que Pat c'est compliqué. Pat devrait avoir un texte, tu sais, comme la pantoufle de verre, tu peux avoir la carte que en x1 ou en x2 dans le deck, parce que j'ai vu beaucoup de parties devenir un sens unique dès lors que le joueur pouvait faire Pat, puis Pat, puis Pat, 3 tours de suite. Ah ouais, la carte a un impact énorme dans la méta. Ouais. Et pour le coup, tu vois, t'as gagné, mais t'as même pas gagné par rapport à des prises de décision, t'as juste gagné parce que t'as fait Pat, puis Pat, puis Pat. Voilà. Ouais. Cette carte est assez frustrante des fois, oui, parce que l'adversaire joue la carte juste parce qu'il a rien d'autre à faire. Et toi, en fait, ça te met au fond du trou parce que bah tu peux pas jouer l'action, quoi. Et ouais, j'ai certaines situations en tête qui sont très compliquées avec ce Pat. Ouais. Bon, je pense qu'on a assez... Ouais. Non, je pense effectivement que Green Steel Discard, on perd un problème pour en gagner un autre. Hein. Je sais pas s'ils feront quelque chose. Bah disons qu'au moins contre Bleu-Rouge, tu jouais un petit peu au jeu. Même pour faire semblant, tu jouais un petit peu au jeu. Alors que contre Vert-Gris des Fosses, non, là tu joues même pas au jeu parce que t'as pas de temps en main, donc tu peux pas jouer au jeu. Moi, c'est pas une histoire d'arrogance ou quoi, mais en jouant bleu-rouge, des fois on était 4, je vois le board de mon adversaire, je vois ma main, je fais bon, bah, c'est bon, j'ai gagné, quoi. On était 4. Alors effectivement, mon adversaire va continuer à jouer pendant 5 tours, enfin, même peut-être pendant 10 tours, mais il n'a plus aucune chance de gagner, quoi. Oui, voilà. Donc, c'est pas la même frustration, il y a des gens qui... Moi, j'alternais pas mal entre bleu-rouge et bleu-gris, quand je jouais bleu-rouge, mes adversaires me disaient « Ah, mais ton deck, il est insupportable ». Je jouais contre des verts gris et je jouais vert gris contre bleu rouge et mon adversaire me disait ah mais ton deck est insupportable, donc enfin tout le monde voit midi à sa porte, tout le monde trouve certains decks désagréables. Oui, après faut toujours bien doser, hein. C'est comme si t'as joué à Magic, si t'as connu les decks mono bleu contrôle counterspell à l'infini là. Un peu, ouais. C'est pas amusant, hein. Tu te fais chier pendant 10 tours, tu te fais chier parce que dès que tu joues une carte, l'adversaire dit non. Dès que tu veux faire un truc, non. Et ça, t'as ça pendant 10 tours de suite et tu t'ennuies. Et l'adversaire, il gagne. En fait, l'adversaire, il gagne à l'ennui. Tu vois, c'est une fois que toi, t'as abandonné dans ta tête, l'adversaire, il fait bon, bah, c'est bon, l'adversaire, il a abandonné mentalement, bon, bah, je peux commencer à jouer. Ouais, c'est pas amusant, quoi. T'es là pour t'amuser dans un TCG. Là, en l'occurrence, tu joues littéralement tout seul. Donc, l'amusement, il est que d'un côté. Que ce soit bleu-rouge, que ce soit des fosses. L'idée, c'est que je reviens sur le côté défausse, que la défausse, ça doit rester un outil dans ton deck, ça doit pas être la stratégie principale.
Ce qui fait que finalement, c'est assez, des fois, c'est disproportionné. Et tu joues tout seul. Tu joues littéralement tout seul. T'aurais pas d'adversaire, bah, c'est pas grave. Tu joues tout seul. Tu t'amuses tout seul. Et c'est pas, je pense que c'est pas là le but et l'esprit d'un TCG. Non, bah, moi, je pense vraiment que Green Steel va être très fort dans la méta. Très dominant, je sais pas, parce que j'ai l'impression que il y a quand même. J'ai l'impression que le deck est un peu moins apprécié. Je sais pas, je dis ça, hein, c'est des stats que j'invente, hein, mais je trouve que le deck est un peu moins apprécié. De jouer tout seul, là. Peut-être, j'en sais rien. Alors moi, par exemple, ça me dérange pas de jouer ça. Moi, j'aime beaucoup tout ce qui est contrôle et je trouve que le deck ressemble énormément à un deck contrôle. Hein. Tu contrôles la main, on va dire, mais ça reste un deck contrôle. Mais je pense que le ressenti est effectivement possiblement plus désagréable qu'en affrontant un bleu-rouge. Après, ça reste très personnel, mais malgré tout, il y a quand même une grosse frustration quand ton adversaire te dit bah, t'as une carte en main, ah bah tu l'as plus, et moi je pioche 3 cartes par tour parce que j'ai 2 Diablos, une bête et un Prince Jean. Donc moi j'ai 15 cartes en main, toi t'en as pas, et je mets très très longtemps à tuer. Je pense on avait eu ce problème au 7-4 avec Bucky. Le problème est repoussé, hein, il existe toujours. Et je pense que si le deck continue à rester méta, je sais pas ce qu'ils feront, mais je pense qu'ils feront quelque chose parce que c'est effectivement pour des débutants, le fait de ne pas pouvoir jouer, de ne pas pouvoir ancrer, je pense que c'est quelque chose de très désagréable. Je suis pas convaincu qu'ils laisseront ce genre de situation perdurer trop longtemps. Et globalement, je trouve quand même qu'ils sont plutôt réactifs. Genre par exemple là pour le ban Flavorsham, alors je pense que le ban Flavorsham ou le nerf il l'avait en tête depuis un moment, mais ça a été, en gros 1 mois après le début du 7-7, on a une réaction, ce qui est, moi je trouve, assez rapide. Après moi je pense aussi, j'en suis convaincu, c'est que ce qui est problématique dans la défausse, c'est le 7-1, 7-2. Parce que déjà, j'estime qu'aucune chanson ne devrait faire défausser. Parce que la défausse, quand tu prends par exemple MTG, la défausse, tu la payes vraiment. C'est sur des rituels, sur des cartes qui sont lourdes à jouer. Donc tu perds de la tempo, tu perds tout ton tour à faire défausser l'adversaire. Tandis que là, dans l'Orcana, non. Parce que tu as les chansons qui font défausser, donc tu inclines tes personnages, tu fais défausser l'adversaire, tu as toujours tes encres, et tu peux développer du board en plus. Donc tu retires des options à l'adversaire, et toi tu lui proposes en plus des menaces. Et c'est ça qui je trouve que c'est disproportionné. Et je suis convaincu qu'il y aura une rotation parce que globalement tu prends surtout le 7-2. Le 7-2 a un power level qui est assez dégénéré parce que c'est le 7 avec les mimes, les merlins, c'est le 7 avec Raging Fire, Perdu dans l'hiver, c'est le 7 avec Prajean. Il y a trop de choses dégénérées dans le 7-2 et je pense que tant que le 7-2, enfin en tout cas si jamais il n'y a pas de rotation, je vois pas à un moment donné la méta qui va tant changer que ça parce que ces cartes-là, elles resteront toujours surpuissantes par rapport au reste, en fait. Ouais. Ah bah les 8 blasts, donc les 4 perdus dans l'hiver et les 4 plus ardents, ils ont un impact énorme sur le jeu, ouais, c'est sûr. Bon, la rotation, d'ailleurs. Oui. Ouais, on a fait parler de rotation. Ouais, moi j'ai pas trop pareil, j'ai pas trop de vue sur les autres TCG, parce que c'est jamais quelque chose que j'ai trop suivi. Toi, tu penses qu'il y aura une rotation sur l'Orcana? On sait que l'Orcana s'est fortement inspiré de Magic. Alors attention, ça veut pas dire qu'il y aura une rotation, mais on peut penser que les développeurs ont également basé leur jeu autour de cette rotation. Ne serait-ce que tu prends par exemple, les gens ont tendance à appeler par exemple le chapitre 2, chapitre 3, chapitre 4, ce qui est faux. Ouais. Le chapitre, il n'y en a qu'un seul, c'est le premier, qui est le premier chapitre, et ensuite derrière tu vois le Rise of the Floodborn, Welcome to the Inkland, et moi je serais pas surpris que, je sais pas, peut-être au 7-10, le 7-11 ou 12, on arrive par exemple à un chapitre 2, qui va marquer donc du coup qui serait une nouvelle page, et du coup on pourra jouer au format chapitre 2, tu vois, par exemple, ce que je veux dire, une rotation comme ça qui va s'effectuer. En tout cas moi c'est ce que je me le projette, et dans tous les cas, j'espère aussi, parce que bon, on a beau dire, dans tous les cas, quand tu prends un deck aujourd'hui, il est quand même constitué essentiellement qu'avec les 4 premiers qu'avec les 4 premiers sets.
J'ai pas trop les trucs en tête, mais je sais que depuis. Oui, souvent dans les nouveaux sets, t'as. Moi, de ce que je vois, tu rajoutes 2-3 cartes dans tes decks. Donc, on va dire 12 cartes, le grand max, la plupart du temps. Mais oui, c'est souvent quelques ajouts et pas des modiques. Mm. Très rarement des Après, modifications majeures. après aussi également, alors j'ai connu des TCG qui ne faisaient pas de rotation. Bah, c'est le cas par exemple pour Yu-Gi-Oh, pour Dragon Ball, il n'y a pas de rotation. Seulement, bon après il y a une rotation naturelle qui vient se mettre en place. C'est-à-dire que Yu-Gi-Oh maintenant, quand tu as un nouveau set qui sort, le nouveau set il va complètement dépasser en puissance le set précédent. Ça Ouais, en force fait, une rotation naturelle. Après tu as toujours des combos qui vont persister, hein. Euh, Ça, c'est l'avantage de ne pas avoir de rotation, ce qui fait que tu peux aller rechercher une carte d'il y a très longtemps et qui va se mettre très bien dans une stratégie qui va sortir prochainement, par exemple. Ça, c'est l'avantage, pour les collectionneurs, en tout cas pour les joueurs et collectionneurs, enfin qui sont à la fois joueurs et collectionneurs, c'est appréciable. Moi, dans Dragon Ball, par exemple, ça arrivé que des fois, je me suis dit, ah tiens, il y a tel deck qui va sortir, telle thématique. Et puis tu te rends compte que finalement, il y a les cartes d'il y a très longtemps qui étaient injouables au début, bah tout d'un coup elles deviennent jouables et tu peux les engager de ce genre de deck. Donc tu peux aller dépoussiérer tes anciennes cartes et ça redonne une seconde vie à ton investissement que tu as fait au début. Donc ça c'est plutôt appréciable. Donc tout est possible dans l'Orcana, je peux pas m'avancer sur le fait qu'il y aura une rotation, mais moi, je je, je pense que enfin, en tout cas le jeu s'y prête bien. Alors pour ceux qui savent pas ce que ça va être une rotation, ça veut dire que s'ils mettent ça en place, en tournoi compétitif, donc encore une fois, comme pour Faversham et la Sphere d'endurance, entre vous, entre amis, en amical, vous pouvez jouer toutes les cartes que vous voulez, il n'y a pas de souci. Mais par exemple, on pourrait déterminer qu'en tournoi, on ne puisse jouer que par exemple le set, je sais pas, le set 5 jusqu'au set, je sais pas, 12, 14, si la rotation elle commence à partir du set 14 par exemple. je pense que c'est plus simple à gérer un TCG avec des rotations pour éviter justement de faire du power level, donc le principe de faire des cartes de plus en plus fortes pour donner un intérêt aux nouvelles extensions. Je pense que c'est plus fort, plus simple d'enlever certaines cartes au fur et à mesure, entre guillemets, et de créer des cartes du même power level, mais qui font des choses un peu différentes. Ouais, Mais... je pense que c'est plus, enfin, en fait, c'est plus sain. Parce que déjà, en fait, ça permet aussi également pour les questions de game design, ça permet de ne Ouais. pas bloquer les développeurs pour le futur. Ouais. Je prends par exemple la Mmh. réponse légendaire du set 1. Bah, Mmh. c'est problématique parce que la carte est extrêmement forte. Donc, est-ce qu'aujourd'hui, ils designent les cartes en se disant ah oui, il faut penser à cette carte-ci parce que la synergie elle Mmh. sera trop forte. En fait, il faut comprendre c'est que plus ta liste de cartes se rallonge, plus tu es obligé de considérer toutes les cartes que tu as fait précédemment pour se dire non, on ne peut pas designer une carte comme ça parce qu'il y a telle carte qui existe. Alors que le fait de faire Ouais. une rotation, ça permet pour les développeurs en tout cas d'être un peu plus libre dans la création. Et ça, déjà, Ouais. c'est un gros plus, déjà. Ouais. Tout à fait, ouais. Ouais. Et ensuite, bah, aussi, ça permet d'éviter bah, justement d'avoir des abus qui font que, bah voilà, tout d'un coup, il y a quelqu'un. Ils n'ont pas pensé à une certaine synergie bah, d'une très vieille carte, et un joueur va trouver cette synergie. La synergie, elle est complètement abusée, et ce deck-là, bah, il va faire 80% de présence, tout le monde va jouer la même chose, et on va devoir de nouveau attendre que RB réagisse avec un nerf, un bad, parce qu'ils n'avaient pas prévu ça à la base. Ça évite ce genre d'abus et de désagréments pour les joueurs d'avoir une méta peut-être qui va durer un mois et demi avec un deck qui fait 80% de présence parce qu'il n'y a pas une synergie qui a été. Ils ont pas pensé à une certaine synergie en fait. Ouais. Oui, je pense que c'est plus simple pour les concepteurs. Bah, moins t'as de cartes. Ouais. Bah, ça permet de Tout créer, est- ça permet de garder un climat relativement Ouais, ouais, sain ouais. en De toute fait. façon, t'as tout bien expliqué, mais ouais, pour éviter de faire trop de boulettes, faire des rotations, c'est quand même pratique. Hmm. Bon, je pense qu'on a fait globalement assez le tour, hein. On a parlé donc de ta liste, de ton tournoi, on a parlé un petit peu de l'actualité avec autour du ban, qu'est-ce que va être peut-être le futur du jeu, en tout cas pour la méta. Ouais. Est-ce que tu as quelque chose à rajouter, un petit mot de la fin, tu peux faire peut-être un petit coucou à des personnes en particulier, ta boutique, où est-ce qu'on peut te retrouver?
Ouais, bah on peut me retrouver dans la boutique Goupilla à Antony. C'est le mardi et mercredi soir. Moi, c'est là-bas que j'ai appris à jouer, que j'ai découvert l'Orcana tout simplement. Boutique très sympa. Donc, je peux que vous conseiller d'y aller. Remercie ma team, hein, une très bonne ambiance dans la team. Donc la team FTL qui m'a accueilli. Il y a un Twitter si vous voulez suivre un petit peu. Moi, je m'intéresse pas trop, je vais pas trop. Comment? Tu me donneras les liens, je les mettrai en description de la vidéo. Ça marche. Et où est-ce qu'on peut me retrouver? Bah, moi, j'ai pas trop de suivi d'actualité, mais si jamais j'ai un Facebook, si on veut me contacter ou autre, n'hésitez pas si vous avez des questions. Et voilà. Ça marche. Bon, sur ce, c'était un véritable plaisir de t'avoir en interview. J'espère te revoir prochainement en tournoi. Bah ouais, bah écoute, merci pour la proposition et bah écoute, oui, on continuera à se voir régulièrement, je pense, au travers des tournois français. Moi, je vais pas m'arrêter tout de suite. Je prends beaucoup de plaisir dans le jeu et j'espère que ça va continuer. Ça marche. En tout cas, merci à tous d'avoir suivi cette interview et je vous dis à bientôt. À bientôt.